Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue dans le 13h, bienvenue dans votre journal. La Côte d'Ivoire intègre le paludisme dans son programme national de vaccination. Désormais, les bébés de 6 à 23 mois pourront gratuitement bénéficier de vaccins dans les districts sanitaires du pays. Le Premier ministre Robert Mambébegré invite l'ensemble des populations à s'y inscrire massivement. Et face à la présence de la Covid-19 et la dengue sur le territoire ivoirien, le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, était face à la presse pour faire un point de la situation sanitaire dans le pays en cette période de saison pluvieuse. Il a pu rassurer les populations. Le président rwandais Paul Kagame est en tête de l'élection présidentielle avec 99,15% des voix selon des résultats officiels partiels. Pour ce scrutin, il était opposé aux mêmes adversaires que lors de la dernière présidentielle en 2017. Le leader du seul parti d'opposition autorisé et l'indépendant, face à qui il avait remporté 98,79% des voix. Hier lundi, dans la commune d'Abobo, lors du lancement officiel de la campagne de vaccination contre le paludisme en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Mambébegré a exhorté les populations à se mobiliser pour la vaccination de tous les enfants âgés de 6 à 23 mois contre le paludisme. Le reportage de Franck Quadio. Une dose de vaccin pour ce nourrisson en présence du chef de gouvernement. C'est le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le paludisme. La place Ahmed Bakayoko d'Abobo, pour l'occasion, est investie par les populations. Premier satisfait, les partenaires techniques et financiers, l'OMS, l'Alliance Gavi, l'UNICEF ou encore les États-Unis. Ici en Côte d'Ivoire, à travers le Fonds mondial contre le sida, tuberculose et paludisme et l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme, les États-Unis ont investi plus de 375 millions de dollars de plus pour combattre le paludisme. La décision salutaire du gouvernement de la Côte d'Ivoire d'introduire le vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine est une preuve de votre engagement que je voudrais saluer ici. La mobilisation des collectivités est donc souhaitée pour une vaccination suivie des enfants de 6 à 23 mois. Au nom de Kandia Kamara, maire d'Abobo, son représentant passe le message. À toute la population, mais surtout aux femmes, il y va, chère maman, de la santé de nos enfants. Problème de santé publique, le paludisme est la cause de 33% de consultations infantiles dans nos hôpitaux. Le ministre de la Santé rappelle la pertinence du choix du gouvernement d'inscrire en priorité la vulgarisation du vaccin contre le paludisme. En vaccinant nos enfants de 6 à 23 mois, nous pouvons les protéger contre les formes graves du paludisme et réduire considérablement les décès associés à cette maladie. Cette introduction se déroulera de façon progressive pour atteindre toutes les régions de notre pays. Cette première phase de vaccination concerne 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Honorables invités, mesdames et messieurs, la vaccination est gratuite dans tous nos établissements publics. Et je dis bien, la vaccination est gratuite. 8 CHR construits depuis 2011, en plus de 11 hôpitaux sanitaires, entre autres infrastructures sanitaires. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, se félicite aussi de l'acte de ce jour à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui est un grand jour. C'est parce que tout simplement, notre pays va lancer la campagne de vaccination de nos enfants de 6 mois à 23 mois de vaccination contre le paludisme. Un enfant est un don précieux. Nous demandons à nos mamans ici présentes de prendre soin de nos enfants en les conduisant à la vaccination parce que cela leur fera du bien. Ces vaccinations ont déjà commencé au Ghana, au Cameroun, au Burkina Faso, au Kenya, au Malawi, en Sierra Leone. Notre pays aujourd'hui lance cette grande campagne et cela est un très grand bien pour nous tous. Le vaccin contre le paludisme, notons-le, est disponible dans 38 districts sanitaires, dont Abobo Est et Ouest, Tumodi et Sakassou.
Aussi, on va, outre le paludisme, donc la Covid-19 et la dengue sévissent aussi en Côte d'Ivoire depuis quelque temps. L'Institut national d'hygiène publique vient de faire un point de la situation sanitaire dans le pays en cette période de saison de pluie, non sans rassurer les populations. Kémila Diallo, Didier Nguessan, Robert Conan et Michel Kwame. De récents cas de Covid-19 et de dengue ont été enregistrés dans le district d'Abidjan. Des cas circonscrits par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui rassure les populations. Depuis le mois de juin 2024, l'on assiste à une augmentation des cas de Covid-19 avec la circulation de nouveaux variants KP2 et KP3. Ces sous-variants, selon l'OMS, ne sont pas classés menaçants pour la santé publique. Par conséquent, la situation épidémiologique actuelle ne constitue pas une menace sanitaire. Suite à une alerte donnée par certains pays de la sous-région faisant état de flambée de Covid-19 chez les pèlerins de retour du Hajj, un dispositif d'information et de dépistage a été mis en place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les résultats font ressortir un taux de positivité de 3% en dessous du seuil de contrôle de la maladie. Quant à la dengue, le ministère insiste sur la prévention. Nous notons une résurgence de la maladie consécutive à la saison des pluies. Suite au plan de riposte mis en œuvre depuis l'épidémie de juin 2023, la situation sanitaire liée à la dengue était en nette régression. À cet effet, nous lançons un appel aux populations pour leur engagement et au changement de comportement en éliminant elles-mêmes les gîtes larvaires et empêcher le développement des moustiques. Le directeur de l'Institut national invite la population au respect des mesures d'hygiène, à se faire vacciner contre le Covid-19 et à se protéger contre les piqûres de moustiques. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire a organisé récemment des journées de réflexion avec les médecins sur la mise en place d'un système de barémisation des préjudices de la responsabilité civile professionnelle médicale. On en sait plus avec Juliette Weyer. Des compagnies d'assurance et professionnels de la médecine privée réfléchissent sur les mécanismes juridiques à mettre en place pour permettre aux médecins exerçant dans le secteur privé de bénéficier de couverture d'assurance couvrant entièrement leurs responsabilités civiles. Et cela au regard de la loi 2024 promulguée en Côte d'Ivoire le 24 avril dernier. Les compagnies d'assurance sont disposées évidemment à fournir cette obligation d'assurance, en tout cas satisfaire à cette obligation d'assurance et à faire en sorte que les médecins privés qui doivent s'assurer puissent avoir des solutions d'assurance appropriées. Nous attendons simplement que pour le monde médical, on puisse mettre des barèmes de sorte que tous les préjudices qui seront causés aux usagers des services de santé puissent être indemnisés et que ce ne soit pas juste la discrétion du magistrat qui pourrait pour deux faits similaires avoir des indemnités qui soient différentes parce que l'un aura jugé un peu moins et l'autre aura jugé un peu plus. La solution que je propose, c'est qu'on pourrait effectivement, pour tenir compte des différents intérêts en présence, faire en sorte que chaque intérêt soit pris en compte. Que le patient, lorsqu'il aura été victime d'une erreur qui a entraîné un dommage, qu'il soit effectivement indemnisé. Mais indemnisé à quelle hauteur? C'est pour ça que là, on parle maintenant de barémisation. Des panels et autres échanges sont organisés également autour de thématiques sur l'élaboration d'un système d'assurance basé sur la barémisation des préjudices. Et toujours dans le secteur de la santé, on va se rendre à Yopougon, dans le nord d'Abidjan, où Muriel Kouadio vient d'être désignée nouvelle présidente de l'Association des sages-femmes ivoiriennes, section Yopougon-Est. Souleymane Donisongou, témoignage.
Après les recommandations du premier congrès des sages-femmes francophones tenu à Tunis en mai 1994, les sages-femmes des Côte d'Ivoire ont pris conscience de la nécessité de la création d'une association professionnelle. Investi président de la coordination de Yopougon S de l'association des sages-femmes ivoiriennes, Kwadio mesure les nouvelles responsabilités qui lui incombent pour réussir son mandat. Aider à ce que les grossesses ne soient pas trop rapprochées, aider, donner des conseils aux couples, monsieur et madame. Et à cet effet, je voulais exhorter les hommes à accompagner leurs femmes à l'hôpital. Et aussi dire aux femmes de fréquenter nos centres de santé, de ne pas avoir peur. Je m'engage aujourd'hui à rassembler les sages-femmes tout d'abord, parce que dans ma section, j'ai 360 sages-femmes. Je prône l'unité et la solidarité entre nous les sages-femmes. Nous nous engageons à la lutte contre le taux de décès maternel qui est aujourd'hui élevé. Nous décidons aujourd'hui d'apporter encore des soins de qualité afin que à Yopougon ou Essongon, le taux de décès soit réduit. La création de l'association professionnelle des sages-femmes ivoiriennes répond aux besoins de rehausser la profession des sages-femmes et d'améliorer la qualité des prestations envers les populations. Le nouveau roi du peuple baoulé est connu depuis peu. C'est Sa Majesté Nana Kwaku Djed II. Le roi a été présenté officiellement aux 39 chefs cantons du V-Baoulé, à l'ensemble des tribus et des villages du département de Sakasso. Au cours de la cérémonie, le porte-parole de la cour royale a appelé les Baoulés à l'unité. Depuis Sakasso, le reportage de Corona Soro de RTI Boaké. Cour royale de Sakasso, par ses gestes de salutation et d'inclinaison, les 35 chefs des cantons du V-Baoulé, les chefs des tribus et les 172 chefs des villages du canton Oualébo font allégeance à Sa Majesté Nana Kwaku Djed II, nouveau souverain du peuple baoulé. Nous, chefs de canton du royaume baoulé, déclarons par la présente faire allégeance à Sa Majesté Nana Kwaku Djed II, 14e roi du royaume baoulé. Aussi, faisons-nous le serment ce jour, devant les membres de nos ancêtres, d'être des fidèles et loyaux porte-cannes dans nos cantons respectifs. Nous invitons les filles et fils du canton Oualébo de Sakasso, toutes tendances politiques et religieuses confondues, à ne reconnaître que pour seul roi du royaume baoulé, Sa Majesté Nana Kwaku Djed II. Le 14e roi des Baoulés dans l'ordre de succession, par la voix de son porte-parole, exhorte les chefs des cantons et des tribus de l'accompagner dans sa mission, celle de rassembler les filles et fils du royaume baoulé. Les chefs des cantons, des tribus et de villages s'engagent à soutenir Nana Kwaku Djed II dans sa tâche de promotion des valeurs de paix, de cohésion et d'unité. Nana Kwaku Djed II, qu'il puisse réunir tout le peuple baoulé. C'est tout le souhait, afin que demain ou après-demain, qu'on parle d'une seule voix et non des sons discordants. Aux populations de la région de Gbeke, je dirais que nous soyons solidaires, nous soyons unis autour de ce nouveau roi qui est Nana Kwaku Djed II, le roi des Baoulés. Par cette cérémonie d'allégeance, 36 chefs de canton sur les 39 que compte le V-Baoulé sont à la disposition du nouveau roi. Sa Majesté Nana Kwaku Djed II a été intronisé nouveau roi des Baoulés le 17 juin dernier dans la pure tradition à Caen. Il succède ainsi à Feu Nana Akwabonu II. Allons-y maintenant à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, région du Gontougo. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme y a été célébrée le week-end dernier. Une journée instaurée par l'ONU pour sensibiliser le public et améliorer la visibilité des albinos. Les albinos qui ont plaidé pour une prise en charge spéciale. Les précisions d'Herman Niamia. Réunis dans la salle Kwaku Dapa de la mairie de Bondoukou, les personnes atteintes d'albinisme sont venues dénoncer les difficultés auxquelles elles sont exposées au quotidien afin qu'une attention particulière leur soit accordée. À cette célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, elles ont plaidé pour des traitements de faveur des personnes atteintes d'albinisme dans les écoles face à leur myopie accrue, afin de remédier au taux très élevé de déscolarisation et faible taux d'alphabétisation dans leur milieu.
À cause des croyances et des préjugés, nous faisons l'objet de sacrifices pour nos sangs, nos cheveux, nos peaux, parce que des personnes croient que nous sommes soit porte-bonheur ou soit porte-malheur. Le 5e vice-président du conseil régional du Gontogo, Amidou Ouattara, et le représentant du maire Idrissa Ouattara ont appelé les participants à refuser la fatalité en devenant des héros dans la défense de leurs droits. Toutes les personnes atteintes de l'albinisme doivent se sentir comme nous autres, des personnes normales. Nous aussi, ayant été édifiés, désormais, nous aurons un regard nouveau vers ces personnes. Au cours de cette rencontre, une distribution de crèmes solaires et de lunettes solaires a été effectuée pour soutenir les participants. Dans la région du Gontogo, 500 albinos ont été répertoriés selon l'association ivoirienne pour la promotion des femmes albinos. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été lancée il y a 10 ans, en 2014. Pour marquer ce temps fort, le thème de cette année est 10 ans de journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une décennie de progrès collectif. On retourne en pays baoulé, à Yamoussoukro, la capitale de Côte d'Ivoire, où les épouses de militaires ont été célébrées récemment en présence du chef d'état-major général des armées. Elles ont rendu public leurs idées de projets pour consolider leur leadership. Et Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, les encourage fortement. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré, reportage. Au moins 1200 invités, toutes des femmes de l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, AEMC. Elles sont venues des 4 régions militaires du pays pour se retrouver au stade du groupement 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro. L'une de leurs motivations, communier dans la joie autour des valeurs d'union et d'entraide. Ce rassemblement est placé sous le thème autonomisation, bien-être et leadership des épouses de militaires. Grâce à nos efforts collectifs et à notre détermination, nous avons pu concrétiser un projet, la réalisation d'une usine de production d'Atiéké à Yamoussoukro. D'ici la fin de l'année 2024, cette usine sera un symbole de notre engagement envers le développement économique et social. Elle offrira de nouvelles opportunités d'emploi et de revenus pour de nombreuses familles. Bonne nouvelle pour ces femmes, leur ambition de se prendre en charge s'inscrit parfaitement dans la vision de la haute hiérarchie militaire. À sa tête, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. J'en profite pour féliciter la dynamique équipe conduite par la présidente Touré Natacha pour tout ce qui est entrepris en ce moment pour que l'AMC, l'Association des épouses de militaires, puisse atteindre ses objectifs. Objectifs que nous gardons en vue, à savoir l'autonomisation des femmes. Vous avez tout notre soutien et le ministre d'État, ministre de la Défense, vous apporte tous ces encouragements. Il m'a chargé de mettre à la disposition du bureau de l'AMC la somme de 5 millions de francs CFA pour vous permettre de continuer à exercer vos activités en toute sérénité. 15 familles de munis, visitées la veille par l'équipe de la présidente nationale de l'AEMC, Natacha Touré, bénéficieront également d'un appui financier de 2 millions de francs CFA. C'est un don de l'état-major général des armées. L'AEMC totalise 2500 membres répartis en 25 sections implantées sur l'ensemble du territoire. Les femmes, compte tenu de leur importance, sont célébrées en tout temps et en tout lieu. Dans le handball, par exemple, une journée entière vient d'être dédiée aux femmes de Fronan. 1500 d'entre elles ont bénéficié de prise en charge. Nos reporters Laure Coretti et Charles Tatou étaient à la cérémonie et de remise pour RTI. Les femmes de la commune de Fronan célèbrent l'engagement du conseil municipal de leur localité aux côtés des femmes. Elles ont marqué une mobilisation pour témoigner leur reconnaissance à la nouvelle équipe municipale qui octroie des fonds pour le financement de leurs différents projets. Pour le maire de Fronan, plusieurs financements sont déjà programmés qui n'excluent pas les femmes.
ce qui témoigne de l'importance accordée par son équipe municipale à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes de sa commune. Au total, plus de 1500 femmes ont pu bénéficier de fonds de soutien du conseil municipal. Cette rencontre d'échange et de raffermissement des liens fraternels a vu la présence effective de la marraine de la cérémonie, Paul Georgette Klubali, qui n'a pas manqué de leur offrir des cadeaux. Venons-en maintenant à cet atelier qui abordait récemment les défis croissants des cyberattaques sophistiquées. Quelle responsabilité des ONG en matière de cybersécurité? Élément de réponse maintenant avec Malika Koulibaly. Face au piratage de données et la cyberattaque, la sécurité de l'information s'impose dans cette ère numérique, d'où cette rencontre de réflexion régionale sur la cybersécurité. Occasion pour les experts de la police nationale en cybersécurité d'instruire plusieurs ONG sur la protection des données et des informations. Cet atelier ouvre la porte aux ONG pour sensibiliser les responsables d'ONG, pour leur montrer la nécessité pour eux de veiller à ce que les données qu'ils collectent auprès de leurs donateurs, auprès de ceux avec qui ils travaillent, que ces informations-là soient vraiment protégées et pour le bien-être de tous. Ce rendez-vous permet aux participants de comprendre la nécessité de veiller à la protection des données. À la réalité, avec nos adresses e-mail, avec tout ce que nous utilisons et des transferts de données, nous ne savions pas que nous étions nous-mêmes victimes de cybercriminalité. Nous allons faire plus attention pour faire en sorte que nous puissions sensibiliser, former nos différents membres et faire les ambassadeurs auprès des autres organisations que nous connaissons pour pouvoir faire en sorte que nous puissions véritablement participer au recul de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Selon l'expert Habib Olou, plus de 50% des ONG déclarent être prises pour cible ces dernières années et 24% des organisations humanitaires auraient subi au moins une cyberattaque entre avril 2022 et mars 2023. À Gagnoa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, région du Goy, il est prévu le renforcement du bitumage déjà existant dans la ville, ainsi que le bitumage de nouvelles voies pour un total de 7 km de bitume. Les travaux ont été lancés officiellement il y a quelques jours par le conseil municipal en présence de Dogat Dogoui dans un commentaire de Mahama Traoré. Sur le terrain, l'entreprise en charge des travaux a déjà mobilisé ses engins. Ce sur la supervision de la mission de contrôle du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Le chantier vise à bâtir 7 km de voirie dans la ville de Gagnoa, capitale de la région du Goy du district du Goy-Djibois, chose qui viendra corriger la forte dégradation de la chaussée dans cette cité. Du centre-ville au quartier phare comme Garayo ou Babré, les nids de poules sont légion, la voie passant devant l'hôtel de ville est l'une des plus endommagées. L'image de l'hôtel de ville pourra se faire voir maintenant sur les réseaux sociaux parce que l'État de Côte d'Ivoire a octroyé 10 km à la ville de Gagnoa. Au total, la ville de Gagnoa a obtenu du gouvernement un total de 15 km de bitume, dont un premier lot de 8 km posé dans les quartiers de Garayo, Delbo, Sokoura et autres. Les 7 km obtenus concernent justement le centre-ville, passant devant la mairie, la voie allant du CAFOP au rond-point, du CHR au village communal de Guessio, ainsi qu'au quartier Baoulé-Bougou. La mairie de Gagnoa, qui est sur plusieurs fronts, vient justement de célébrer plusieurs centaines d'élèves bacheliers pour cette année 2024. Un événement devenu une institution et qui est à sa 6e édition. Eugène Atoubé, qui est encore sur place, nous en dit plus. Ils ont donné la preuve de leur abnégation au travail par leur réussite au bac.
Passé le temps des cris de joie et hurlements de bonheur, ces néo-bacheliers 2024 reçoivent la reconnaissance populaire et les chaleureuses félicitations de la mairie de Gagnoa. Depuis 2018 que Issouf Diabaté est à la tête de cette commune, il célèbre le mérite des bacheliers de la cité du Fromager à travers le concept La Nuit du Bachelier, un événement devenu institution qui exhorte les élèves à l'excellence et plus globalement la jeunesse à plus de responsabilités. Le bac ne s'acquiert pas par hasard. Rien ne s'acquiert par hasard. Lorsque on se retrouve avec ce genre de résultats, on ne peut qu'être fier parce qu'on est content, parce que nos sacrifices ont payé. On leur dit de travailler d'arrache-pied quand on sait que l'avenir de ce pays-là repose sur la jeunesse. Et avec ce genre d'initiative, ça les pousse à redoubler d'efforts et se surpasser pour faire vraiment plaisir non seulement aux parents et à eux-mêmes, parce qu'ils ont leur avenir dans les mains. Ils sont 1500 élèves de divers établissements à Gagnoa et issus de différentes séries à obtenir le bac 2024 sur un total de 2000 admis dans la direction régionale de l'éducation nationale et de la formation professionnelle du GO. Premier acte de reconnaissance de leur mérite, un t-shirt pour chacun et le spectacle musical en leur honneur, place de la République. En présence des autorités préfectorales et éducatives ainsi que du parrain de la nuit des bacheliers, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Noumouri Sidibé, les 3 meilleurs de chaque série ont été primés. 50 000 francs CFA pour chacun et un ordinateur en bonus pour chaque premier de série. Le prix Issouf Diabaté de la meilleure fille bachelière et le prix spécial Noumouri Sidibé du nom du parrain de l'édition 2024 et récompensant le meilleur bachelier 2024 du GO a été attribué à Zénab Massamba Sangaré. À 16 ans, elle obtient son baccalauréat série C avec 313 points. Côte d'Ivoire Énergie lui octroie un accompagnement scolaire de 700 000 francs CFA. Joyeux bonheur de Sangaré, honneur pour l'encadrement pédagogique. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Et les efforts que nous avons faits en amont sont récompensés ce soir et je ne peux qu'être heureuse. Nous sommes très fiers de ce qu'ils ont fait, mais qu'ils sachent qu'il y a beaucoup à faire encore et qu'ils doivent continuer de travailler avec abnégation, avec engagement pour être donc des citoyens modèles qui vont contribuer au développement de notre pays. Entre joie du succès et empressement à vivre les premières émotions d'étudiants, les néo-bacheliers sont appelés par les responsables des services de l'orientation à les solliciter pour opérer le meilleur choix. Pour la session 2024 du baccalauréat, le taux des admis à Gagnoa est de 23,90% contre 20,90% l'année dernière. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un projet de contrôle biométrique pour déterminer le nombre exact d'élèves affectés dans les établissements privés du pays, histoire que le gouvernement paie dorénavant le juste prix pour la scolarité de ces élèves affectés de l'État. Les acteurs du système éducatif et les partenaires se sont retirés à Jacquesville, non loin d'Abidjan, pour réfléchir à la meilleure stratégie de dissémination. Victorine Yaoyobwe, compte rendu. Démarré en 2020, le projet de contrôle biométrique est mis en œuvre dans 484 établissements privés du secondaire général pour 334 930 élèves affectés par l'État. 4 ans après, soit pour la rentrée scolaire 2023-2024, ce sont 1 057 486 élèves affectés qui sont enregistrés. La phase pilote du projet terminée, le défi pour le ministère de l'Éducation nationale reste à étendre le contrôle électronique à tous les établissements privés qui reçoivent les élèves affectés. Son but, permettre à l'État de payer la juste dette aux fondateurs d'établissements. Ce paiement de frais de scolarité est assujetti au contrôle de présence physique des élèves que l'État a décidé de remplacer par le contrôle en ligne depuis l'année scolaire 2020-2021. Installé dans 2243 établissements d'enseignement général, il est bon de passer à la mise en place d'un projet de prise en main totale du système de contrôle biométrique, ainsi que la formation des acteurs du projet. Les fondateurs d'établissements qui adhèrent pleinement à la dématérialisation du contrôle des élèves souhaitent plus de diligence dans le paiement de la scolarité. Contrairement à ce qui nous a été annoncé, les décisions de paiement, malgré l'utilisation du système biométrique,
sont édités avec beaucoup de retard. Pour l'année scolaire 2023-2024, où toutes les activités pédagogiques ont été menées, à la date d'aujourd'hui, les décisions de paiement des frais de scolarité du établissement privé ne sont pas encore éditées. Donc c'est un défi à relever. Financé par la Banque mondiale, le projet de contrôle biométrique des élèves prend fin en 2025. Les acteurs du secteur de l'éducation sont donc appelés à la maîtrise de ce système de traçabilité électronique pour sa pérennisation. Le mouvement Koumassi Solidarité, qui est une association de jeunesse œuvrant dans le social, l'éducation et l'autonomisation dans cette circonscription, vient de procéder au lancement officiel de ses activités en présence du premier magistrat de la commune et de nos reporters Olivier Kra et Jean-Marc Djadji. Jeunes, femmes et cadres de la municipalité de Koumassi réfléchissent sur l'autonomisation des jeunes. Une idée nourrie par le mouvement Koumassi Solidarité, MKS. Nous sommes particulièrement heureux de voir tout ce beau monde mobilisé pour la cause, n'est-ce pas, de la solidarité. Nous sommes particulièrement heureux, d'autant plus que les populations de Koumassi savent aujourd'hui qu'il y a un mouvement appelé mouvement Koumassi Solidarité qui peut leur apporter un soutien lors de leurs différentes difficultés. Associé à cette cérémonie, le premier magistrat de la commune appelle à la cohésion sociale pour un développement harmonieux. Adou, merci pour ce que vous faites. Merci pour tout, parce que, en définitive, vous êtes une aide, vous êtes un auxiliaire de la mairie. Au mouvement Koumassi Solidarité, ce sont plus de 300 permis octroyés aux jeunes, 28 femmes assistées financièrement et 8 associations des quartiers de Koumassi secourus. Agir juste pour amour est le slogan de ce mouvement. Et je vous le disais au sommaire, le président rwandais Paul Kagame est en tête de l'élection présidentielle avec 99,15% des voix selon des résultats officiels partiels portant sur 79% des bulletins dépouillés. C'est ce qu'a annoncé lundi soir la commission électorale. Pour ce scrutin, Paul Kagame était opposé aux mêmes adversaires que lors de la dernière présidentielle en 2017. Le leader du seul parti d'opposition autorisé, Frank Habineza, et l'indépendant Philippe Mpayimana, face à qui il avait remporté 98,79% des voix. Des résultats provisoires complets sont attendus le 20 juillet. Après une réforme constitutionnelle adoptée en 2015, Paul Kagame peut encore diriger le Rwanda pendant 2 mandats de 5 ans jusqu'en 2034. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je reviens chez vous demain, si vous le voulez bien.